Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur ce quatrième épisode sur l'apprentissage de l'éditeur Unity. Nous allons donc aujourd'hui nous consacrer au canvas et à la création du UI simple. On commence donc tout de suite et on va tout de suite venir sur la scène, venir enlever les choses sauf le cube puisqu'il nous sera utile dans la suite. Donc tout simplement pour créer une UI, on va tout simplement aller dans le menu de contexte avec le clic droit UI et on va venir sélectionner le canvas. On va donc tout de suite parler de l'event system puisque Unity crée de manière automatique un event system lorsque l'on crée un canvas. Qu'est-ce que l'event system? C'est tout simplement ce qui va permettre de recevoir vos inputs. C'est-à-dire que lorsque vous serez en 2D dans votre canvas, si vous cliquez sur quelque chose, sur un bouton, c'est l'event system qui va venir justement s'occuper de cela. C'est aussi l'event system qui va s'occuper de faire la navigation. Par exemple, si vous vous déplacez avec vos flèches sur votre interface, alors c'est l'event system qui s'occupera de cela. Donc c'est un composant totalement essentiel et obligatoire. On va donc voir maintenant les composants d'une canvas, et on va commencer par le composant justement canvas. Donc il faut savoir que le canvas a trois types de rendu. Donc il y a le rendu screen space overlay, le rendu screen space camera et le rendu world space. On va venir expliquer rapidement ces trois rendus. Donc tout d'abord, on va commencer par le screen space overlay. C'est le rendu, on va dire, classique, et c'est celui-ci qu'on voit lorsque l'on enlève le 2D. C'est-à-dire que notre canvas est rendu au-dessus de tout élément de jeu 3D ou 2D. Donc par exemple, si on ajoute une image, comme on peut le voir, si notre cube on le déplace comme ceci, notre UI est bien rendu au-dessus. Donc c'est le mode par défaut. Et cette UI n'est pas du tout reliée à la caméra, c'est-à-dire que si notre caméra, on vient lui modifier le field of view, pardon, on peut voir que notre UI n'est pas du tout dépendante de cela. Maintenant, on va venir voir le screen space camera. On va venir glisser la caméra à l'intérieur. Et comme on peut le voir tout de suite, en sélectionnant aussi la caméra, et en se mettant devant la caméra, ceci s'appelle le frostum de la caméra, donc c'est-à-dire que c'est en gros ce que la caméra va rendre à l'écran, et on peut voir que notre UI est sur ce frostum. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que par exemple si notre caméra a son field of view qui change, le canvas va faire de même. Et si par exemple on change le NIR de notre caméra, donc c'est-à-dire le plan à partir duquel la caméra rend, on peut voir que si on dépasse le canvas, alors on ne voit plus notre canvas. On va reset tout cela. Donc voilà, donc en fait, pour simplifier, le screen space camera, c'est notre canvas qui est dirigé par notre caméra. Et finalement, le world space, donc comme le nom l'indique, tout simplement, c'est un canvas qu'on va pouvoir rotationner comme on le souhaite. Donc par exemple, on peut venir faire une rotation sur l'axe Y ou sur l'axe Z et venir jouer avec les scales. Oups. Donc on peut se demander quel impact, enfin quelle utilisation on pourrait en avoir. C'est tout simplement une UI qui aurait une représentation dans le monde 3D. Donc par exemple en VR, ce sont des UI qu'il faut utiliser de manière générale et continue. Par contre, en 3D, on pourrait par exemple venir prendre ce canvas, l'attacher à notre cube. On va venir reset sa position. On va venir enlever les rotations histoire que ce soit plus simple. Hop, hop, hop. Et par exemple, on va réduire la scale très fortement. Et voilà, notre image maintenant sera rendue au-dessus de notre cube. Donc par exemple, si on bouge notre cube, on va pouvoir le déplacer comme ça. Et cette fois-ci, nous avons vraiment une hiérarchie d'ordre. C'est-à-dire que si nous créons hop là, un cube en 3D, on va venir prendre la même position que l'ancien histoire soit plus simple. Et si l'on déplace ce cube, on voit que cette fois-ci, on va déplacer un peu le tout, notre cube fait vraiment partie, notre canvas fait vraiment partie de notre monde, c'est-à-dire que notre cube va pouvoir passer à travers, etc. Donc voilà qui conclut pour le canvas, qu'on va venir ressortir ici
et remettre en Screen Space Overlay. Nous allons donc maintenant voir le canvas scaler. On va pas venir dans les détails, on va tout simplement voir l'UI Scale Mode, que l'on va mettre de manière générale à Scale with Screen Size, donc c'est-à-dire que votre UI va pouvoir se redimensionner en fonction de la taille de l'écran. On va mettre notre résolution 16 neuvième 1920 par 1080 et laisser comme ça. Concernant le dernier composant qu'Unity a créé, donc le graphique recast, c'est tout simplement un composant qui va venir récupérer les recasts donc depuis la souris que l'on fait. Donc par exemple, si l'on clique sur un bouton, c'est ce composant qui va permettre de faire cela. Là où l'event system sera plutôt sur la navigation, donc avec un joystick ou avec un clavier. Voici donc qui conclut pour l'explication générale des canvas. On va donc maintenant voir le petit composant RecTransform dont on avait déjà parlé la dernière fois, donc qui reste un transform classique mais un peu particulier et un transform qui est utilisé plutôt sur la 2D. Et on va venir un peu expliquer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc on va pas venir dans les détails encore une fois, mais on a encore une fois une position X, Y et Z. Donc la position Z sera moins utile sur de l'UI classique en 2D. Par contre la position X, Y, il faut comprendre que c'est par rapport à ce qui s'appelle le pivot. Donc comme on peut voir, nous sommes en 0, 0. On reviendra un peu après sur les pivots. Mais si nous avions choisi que le pivot serait en haut à gauche, le point 0, 0 est donc par rapport à en haut à gauche. C'est-à-dire que si l'on met 10, 10, c'est-à-dire que nous sommes ici. On va remettre le pivot au centre. Et voilà. Donc la width et la height parlent d'eux-mêmes, c'est tout simplement la largeur et la hauteur du composant d'UI. Nous allons voir rapidement le point de pivot aussi. Donc pour cela, vous allez venir en haut ici, où c'est écrit Center, et cliquer pour passer en pivot. Comme on peut voir, le petit cercle bleu est devenu un peu moins transparent, et on va pouvoir le déplacer. Donc pour ceux qui connaissent le point de pivot, c'est assez simple. C'est simplement, les transforms vont se faire par rapport à ce point pivot. C'est-à-dire que si l'on fait une rotation, comme on peut voir, notre rotation se fait autour du point. Là où si nous avions notre point de pivot au centre, la rotation se ferait comme ceci. Donc on va pas rentrer plus dans les détails, mais il faut savoir que le point de pivot c'est une notion assez simple et que les transforms se font autour de ce point pivot. Nous allons donc maintenant voir les encores. Nous allons venir créer ici un nouveau panel. De base, il est très bien configuré. Et mettre notre image dans ce panel. Donc imaginons qu'on voudrait que cette image prenne toute la longueur de ce panneau. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement venir la déplacer comme ça, et venir étirer. Donc cela pourrait sembler marcher, mais le problème c'est que par exemple si nous décidons que notre panel fait maintenant une taille de 100 en moins de chaque côté, on peut voir que ça casse notre UI. Puisqu'en fait, notre image a gardé sa position. Elle n'est pas vraiment, son encre n'est pas associée à son panel. Donc il faut savoir que les encres sont associées par rapport au RecTransform parent. C'est-à-dire que lorsque nous définissons cela, nous le définissons par rapport à son parent ici, le panel. Donc comment on pourrait faire pour justement que cette image reste ici? On va venir dans nos encres, et ici, on a la possibilité, comme on peut le voir, d'étirer. Donc en appuyant sur Alt, on va venir étirer, et cette fois-ci, si notre panel est redimensionné, cela fonctionne. Et ça toujours fonctionne de la même manière si nous redimensionnons. On va revenir sur notre image, et on va aussi voir, comme on peut le voir, le point de pivot. Donc là, lorsqu'on peut le voir, le point de pivot est ici au centre. Donc si nous faisons notre rotation, elle se fait au centre. Il y a moyen aussi de bouger ce point de pivot en appuyant sur Shift. Comme on peut le voir, lorsqu'on appuie sur Shift, un point apparaît, et on peut venir déplacer notre point de pivot en haut. Donc la rotation se fera par rapport à ce point. Donc voici pour les encres, on va pas venir plus en détail, je mettrai un lien en dessous sur une vidéo officielle d'Unity qui parle plus des points d'ancrage. Nous allons donc voir maintenant rapidement le concept de Canvas Redraw. Donc c'est très important puisque c'est un souci d'optimisation qui doit être pris en compte lorsque l'on fait des UI. Donc on va supprimer cela. Et il faut comprendre que lorsqu'un élément d'un canvas est redessiné, alors tout le canvas est redessiné. C'est-à-dire qu'imaginons que nous avons autant d'images,
Et si nous décidons simplement de faire une modification sur cette image 13, tout le canvas sera redessiné. Donc ça peut avoir des soucis de performance si par exemple on a des très grosses UI et que quelque chose de très petit est modifié. Donc ce qu'on va préférer faire, c'est avoir des espèces de canvas statiques, c'est-à-dire des images qui ne vont jamais bouger. Par exemple, on sait que cette image restera en haut à gauche et ne sera jamais bougée. Par contre, si par exemple on avait un scroll view, donc avec cet élément qu'on met ici, scroll view, la scroll view va souvent être modifiée, on va venir bouger dans la scroll view, etc. Donc ce qu'on va préférer faire, c'est tout simplement créer un canvas. Et comme on peut le voir, les canvas qui les fabriquent auront une inherit sur le canvas. Le canvas scaler n'a pas de sens puisque il est contenu dans un canvas parent. Et tout simplement ici, on hérite, donc pour le pixel perfect, c'est-à-dire pour la qualité du canvas, on va dire. Et tout simplement, on va venir mettre ce scroll view dans notre canvas. Ce canvas, il est, comme on voit, stretché de partout, donc il fait la même taille. Tout simplement, ce scroll view forcera le redraw de ce canvas uniquement, donc ce sera beaucoup plus performant. On enlève tout cela. On va d'ailleurs faire un peu plus de clean vu qu'on n'a plus besoin de nos cubes. Et on va venir parler de quelques éléments de l'UI. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on l'envoie dans UI, on a un texte et un text mesh pro, un bouton et un bouton text mesh pro, un drop-down text mesh pro, etc. Donc il faut savoir que la manière maintenant de faire, c'est d'utiliser de manière systématique le text mesh pro. Les anciennes versions, donc celles qui n'ont pas text mesh pro derrière, ce sont juste pour un souci de compatibilité avec les anciennes applications. Tout simplement parce que regardez, lorsque l'on met un texte, on voit qu'on va le mettre en blanc. On peut voir tout de suite que la qualité n'est pas vraiment là. Lorsque nous mettons en text mesh pro, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Donc on va mettre la même taille histoire de montrer. Donc c'est à 20. Comme on peut le voir, c'est tout de suite plus net, et en plus, nous avons beaucoup plus d'options. Donc comme on le voit là, c'est le texte normal, et le text mesh pro a des extra settings par exemple ici. En plus de proposer des fonctionnalités telles que l'insertion d'icônes par exemple dans votre texte. On va revenir aussi sur un petit point au niveau des images. Donc on pourrait se demander quelle est la différence entre une image et une raw image. Donc on va créer les deux tout simplement. Donc a priori rien ne change, sauf que, comme on peut le voir, une image prend un sprite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir dans notre dossier art et mettre le cœur. Dans le raw image, si on essaie, on va pouvoir aussi tout simplement parce que Unity derrière va transformer ceci en texture. Mais il faut savoir qu'on ne pourrait pas le faire par exemple au runtime si on décidait de mettre un sprite à l'intérieur. Donc les textures seront plutôt des images que l'on va venir créer. Par exemple au runtime, je pense à notamment si on prend un screenshot, on aurait la possibilité avec Unity de transformer ce screenshot en sprite, mais c'est une opération supplémentaire qui ne serait pas nécessaire simplement parce que ici on peut venir mettre une texture. Il faut aussi savoir que par exemple, lorsque l'on crée une caméra et que l'on fait en sorte que cette caméra soit inclue dans une image, donc c'est tout à fait possible avec Unity, c'est ce qui s'appelle une render texture, comme on peut le voir si je le retrouve ici. Là c'est une texture, donc c'est à dire que hop, pardon, j'ai vraiment du mal. On va pouvoir venir glisser cette texture ici. Alors que si l'on prend une image, on ne peut pas, puisque ici ça attend vraiment un sprite. Donc il faut savoir que ça a son utilité en fonction de la situation sur laquelle on est confronté. On va supprimer tout cela. Et on va voir un petit exemple donc, de comment on pourrait faire une interface. Donc on va faire un truc très basique, on va tout simplement se contenter d'un header et d'un footer, et on va mettre quelques boutons au milieu. Donc c'est tout simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus ludique afin de comprendre comment ça marche. Donc on va créer un panel 2 et 3. On aura donc hop, le panel footer, le panel header et le panel body. Et ça va nous permettre de venir expliquer ce que sont les layouts. On va donc faire au-dessus de ça un GameObject empty qu'on appellera container qui prendra toute la place du canvas. On va venir mettre à l'intérieur
ces 3 panels. Et on va venir ajouter ce qui s'appelle un horizontal layout. Donc je ne vais pas venir en détail, on verra ça plutôt dans une série lorsqu'on le fera. Hop, je me suis trompé d'ailleurs, c'est un vertical. Je vais pas venir en détail sur ça, on le verra plus simplement lorsqu'on fera une petite série sur la réalisation d'un mini-jeu, mais comme on peut le voir, c'est tout simplement un layout classique, donc les 3 panneaux ont une taille différente, ont une taille similaire. On pourrait venir le modifier avec un layout element. Par exemple, on pourrait très bien dire que la prefer width de celui-ci, la prefer height plutôt, est de 360. Comme on peut le voir, même si ceux-là n'en ont pas, ils ont une prefer height par défaut, et donc il est beaucoup plus grand. Donc si on met à 0, ils sont tous à 0, et tout simplement ils ont la même taille. Donc, dans cet exemple, ce n'est pas vraiment le meilleur exemple, justement. On va enlever ce container, et c'est plutôt le panel body, justement, qui va avoir ce vertical layout. On le met donc, et on verra après. On va donc venir designer très rapidement, donc on sait que notre panel header, on veut qu'il soit attaché en haut. Notre panel footer, on veut qu'il soit attaché en bas. Et par exemple, on veut que leur taille soit de 200 pixels pour les deux. Quant à notre panel body, on veut qu'il soit au centre, et que sa taille soit de, par exemple, 300. Et sa width ne devrait être de 500. On va peut-être faire un peu plus grand, sinon on va pas avoir grand chose. Donc on va faire plutôt 600, 500. Dans notre panel body, puisque nous avons un vertical layout, on va venir mettre la width et la height, on va pouvoir venir glisser des boutons. On va donc dans UI, bouton. Comme on peut le voir, le bouton prend toute la place puisque nous avons un vertical, mais si nous en ajoutons, ceux-ci viennent prendre une taille équivalente, et on pourrait augmenter le spacing. Là, comme on peut le voir, on a cette espèce de fond gris, puisque nous sommes dans un panel, on pourrait tout simplement enlever l'image. Et voilà. Donc c'est très très basique, mais c'est tout simplement pour montrer comment ça peut s'agencer. Et comme on peut le voir, nous n'avons pas le contrôle sur la position du bouton. Tout simplement parce que ces boutons sont dans un vertical layout. Si on l'enlevait, les boutons restent en place, par contre cette fois-ci, on peut venir les déplacer. Et on va donc voir maintenant, avant de terminer cette vidéo, qu'est-ce que justement ce sont ces lignes jaunes. Donc ces lignes jaunes, c'est tout simplement la navigation. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la navigation avec un joystick ou avec le clavier. Donc on vient dans le bouton, et justement si on enlève ce visualize, on ne les voit plus. Donc qu'est-ce que disent ces flèches? C'est tout simplement que sur ce bouton, lorsqu'on ira vers la direction du bas, on suit cette flèche et on arrivera sur ce bouton. Pour ce bouton, lorsque l'on va dans la direction du haut, on arrive sur ce bouton. On va revenir mettre le vertical layout. Et venir expliquer rapidement le bouton puisque c'est un composant important. Donc un composant bouton, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un sélectable derrière. Donc il a un composant, il a une notion d'interactable. Si on enlève cela, comme on peut le voir, le deuxième bouton ne peut plus revenir sur le premier. Tout simplement parce qu'il n'est plus interactable. Donc en tant que joueur, vous ne pourrez plus cliquer dessus. Et vous ne pourrez plus naviguer dessus. Ensuite nous avons quelques notions de transition. Donc par exemple, lorsque l'on passe dessus, est-ce qu'on doit avoir une teinte de couleur, une animation, etc. Donc nous avons ici la navigation. Comme on peut le voir, elle est en automatique, c'est-à-dire que les flèches ici sont faites automatiquement par Unity. Si nous le mettions none, il n'y a plus de navigation. Il faudrait la faire à la main. Par exemple, en explicite, on pourrait dire que le bouton 1 est le select and done du deuxième bouton. Et finalement, on a ici la notion d'Unity Event que l'on verra plus tard sur une autre série. C'est tout simplement le fait que lorsque l'on clique sur notre bouton, on va pouvoir venir mettre un objet, donc par exemple mettre notre caméra, et on pourrait dire que lorsque l'on clique sur le bouton, on désactive notre caméra. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est tout simplement pour expliquer les Unity Events que l'on verra bien plus tard. On enlève cela, et on va pouvoir donc conclure sur cette vidéo. Donc c'était vraiment très très schématisé et simple pour juste comprendre un peu mieux comment fonctionnent les UI. Et il faut savoir du coup que les UI, on peut bien sûr y associer des scripts. Par exemple, on pourrait faire un add composant et ça se rappellerait le UI
panel body, et justement on pourrait venir faire des traitements sur nos éléments. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était la dernière vidéo sur cette série d'apprentissage. On va ensuite passer sur quelque chose d'un peu plus ludique avec une nouvelle série justement. On va venir faire un mini-jeu pour un peu mettre en pratique toutes les connaissances qu'on a pu acquérir durant cette première série. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois. Salut!